sorti la grosse artillerie pour vous. On a sorti sur la bande sonore là. Ouais, bah ouais. Donc vous allez allumer le feu. Vous avez 27 ans. Vous êtes député depuis juin dernier et vous êtes un des cogneurs de la France insoumise. Vous êtes notamment monté au créneau, on l'a vu dans le sujet contre la réforme du Code du travail. Vous êtes donc tout à fait prêt à affronter le QCM d'Éric Zemmour. Écrit dans la nuit, fiévreusement, jingle QCM. Je le découvre. Alors, pour vous, l'Assemblée nationale devrait se débarrasser au plus vite du drapeau européen, des cravates ou des députés soumis. Il y a plusieurs priorités. Bon, les cravates, on a réussi à régler le problème finalement assez vite. Et puis en réalité, ça a fait un espèce de buzz médiatique. Mais pour nous, ça s'est réglé sur un coin de table et c'était pas un fait très important. Bon, le drapeau européen, peut-être on reviendra sur la question européenne. Par ordre de priorité, je dirais peut-être des députés soumis. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler soumis, mais en tout cas, il y a dans cette majorité pléthorique en face de nous, finalement, quelque chose d'assez hétérogène. C'est-à-dire que dans le groupe majoritaire, vous avez ceux qui ont été recyclés de la vieille politique, on les connaît. Vous avez ceux qui ont vu que le vent tournait de ce côté-là et qui ont su se raccrocher au wagon au bon moment. Et puis vous avez des gens qui ont cru à cette nouvelle vague macroniste qui nous promettait la révolution, c'était le titre de son bouquin, mais qui donne l'impression, c'est vrai, d'être finalement, de voter en cadence et d'avoir cette discipline de vote à tout prix. Je dis bien à tout prix parce que nous, le choix que nous avons fait dans l'hémicycle, c'est de ne pas déserter le travail parlementaire et de s'adresser à eux comme on s'adresse aux citoyens à l'extérieur, c'est-à-dire en essayant de convaincre. Moi, je crois à ça, nous croyons à ça, au débat argumenté. Et nous adressons à eux aussi avec bienveillance, en essayant de faire preuve de raison. Donc je dirais aux députés soumis, ils ne le sont pas tous, mais je pense qu'il y en a qui peuvent se laisser convaincre et qui aujourd'hui sont pris d'abord et avant tout par leur discipline de vote. Attendez, vous dites que vous voulez les convaincre. Vous n'y croyez pas une seconde et moi non plus. Vous savez très bien que vous ne les convaincrez pas. Et vous savez très bien aussi, même si vous êtes jeune, que la Ve République repose sur la discipline de vote des groupes et que de toute façon, il y a toutes les règles constitutionnelles prévues par Papy Debray pour les obliger à se soumettre. Donc la Ve République, c'est justement des députés soumis. Sinon, vous changez de régime. Je sais que Mélenchon a fait campagne pour la VIe République, qui ressemble en fait à la 4e qui nous a amenés dans le gouffre. Donc la discussion... Il y a beaucoup d'affirmations dans vos... Mais j'ai l'habitude, vous savez, je suis là pour échanger avec vous. Vous êtes... non, mais vous avez raison. Vous essayez de me convaincre, puisque vous voulez même convaincre les députés en main. Je vais essayer, même si je sais que vous êtes mal barré avec moi. Mais plutôt à la buvette, vous, pas dans l'hémicycle. On vous a dit, préparant l'émission, vous étiez plutôt à la buvette. C'est pas ma marque de fabrique particulière. Il y en a qui sont spécialistes, certains que vous avez déjà reçus d'ailleurs ici. Non, la Ve République, clairement, la Ve République a les travers que vous venez de citer. Pour moi, c'est des qualités. Oui, non, mais bon, en l'occurrence, si on croit à la qualité du débat parlementaire, à son intérêt, l'idée, c'est bien d'essayer de convaincre. Alors aujourd'hui, vous avez raison, à 6 mois, il y a encore cette discipline de vote. Mais je peux vous le dire, moi j'ai moins de certitude que vous sur la capacité à ce que ce groupe reste homogène durablement. Je vais vous le dire, c'est pas une confidence. Non, mais... quand on s'adresse aux députés de la majorité sur des points précis, certains viennent nous voir, les discussions se poursuivent, et tant mieux d'ailleurs qu'elles se poursuivent, et ils nous disent parfois sur tel point, effectivement, nous n'avions pas vu ça sous cet angle, on ne peut pas encore voter avec vous, mais peut-être ça viendra. Et puis vous savez, il y a des sujets qui vont arriver. C'est le ça viendra qui me laisse. C'est bizarre. Il y a des sujets qui vont arriver. Je pense notamment au CETA, au traité de libre-échange, qui ne font pas consensus au sein de ce groupe. Je sais. Il peut y avoir des points de clivage. Après, je vais vous dire, si on part du principe que cette Assemblée, de toute façon, compte tenu du fait qu'il y a cette majorité écrasante, ne sert à rien, on peut faire ce que certains proposent. Vous savez, moi, depuis 6 mois, il y a des députés de la majorité qui nous le disent. Ils disent, mais finalement, de quoi on parle? Le programme présidentiel a tout réglé, nous avons été élus. Bah oui. Et puis quoi encore? Fermons cette Assemblée aussi. Mais oui. Non, mais moi, vous le proposez. Ça s'appelle la Ve République. Oui, bien sûr, à la fin du parlementarisme. Mais oui, absolument. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le parlementarisme nous a menés dans le mur 2 fois. En 40 et en 58. Et il n'est pas en forme dans toute l'Europe, le parlementarisme. Je crois au débat contradictoire et à la capacité à convaincre, en tout cas à faire appel à la raison. Moi, je vois pas du sinon, à quoi c'est du parage. Je vois pas du tout les choses comme ça. Il y a quelque chose. Le peuple a tranché, point. Et puis voilà, donc on ferme l'Assemblée. Le peuple a tranché, point. Vous êtes si sûr de vous? Vous avez quand même vu quel était le niveau d'adhésion à Emmanuel Macron dans le pays. Le contexte de son élection est quand même particulier, il faut le dire. Aujourd'hui, statistiquement, dans la rue, M. Zemmour, vous vous baladez, vous avez presque statistiquement autant de chances de croiser un électeur de Jean-Luc Mélenchon qu'un électeur d'Emmanuel Macron. Est-ce que je peux vous contredire sur ce que vous disiez avant? Dans la France insoumise, il y a quelque chose de déjà vu. Ça aurait été excellent comme réponse. Et quelque chose de jamais vu. Le déjà vu, c'est un parti protestataire. Il y en a eu d'autres, on sait comment ça fonctionne. Non, mais je dirais sur ce point, protestataire. Non, mais j'ai fini mon raisonnement. Vous ne pouvez pas me contredire que je n'ai pas fini ma phrase. Proposition. Techniquement, je sais que la France insoumise n'aime pas beaucoup
beaucoup la contradiction, mais bien il sûr. faut Moi, vraiment que je finisse j'apprécie ma la phrase. contradiction. Allez-y. Et il y a terminez. quelque chose de jamais vu, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir affaire à un parti en fait qui essaye pas de convaincre, contrairement à ce que vous venez de le dire, mais simplement d'exister. C'est-à-dire que, en fait, vous gérez une rente protestataire qui ne donne rien. Vous n'imposez rien à l'Assemblée. Je crois que vous êtes un des recordman des amendements refusés, donc vous ne servez pas à grand-chose. Vous n'arrivez pas à mobiliser. En fait, hein, vous n'arrivez pas à mobiliser les gens dans la rue. Non mais vous n'arrivez Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Vous n'arrivez à rien. Vous terminez même 4e dans une élection où pourtant il y avait un peu de place, l'élection présidentielle. Mais vous parvenez à exister à la fois de manière collective, de manière individuelle. Vous êtes fait un nom et même un prénom, voilà. Mais ça n'avance à rien. Si ça avance à quelque chose, c'est que Macron, tous les matins, se frotte les mains de votre existence, puisque vous avez gelé la protestation. Et donc, il a un boulevard devant lui, ça roule tout seul. Bon. C'est pour ça que pour 2022, il a tout lieu d'être optimiste. Et voilà, malheureusement, à quoi sert la France insoumise, pas à essayer de convaincre, mais à exister pour elle-même, par elle-même. Et pour Emmanuel Macron. Et vous dites que c'est... Monsieur Nolot, vous avez vos certitudes. Pour vous, non mais... A priori, en tout cas en ce qui concerne la France insoumise, je vous écoute, il y a une cohérence dans votre propos qui est régulière. Merci de la saluer. Bien évidemment. Moi je conteste... T'as eu le droit à la cohérence déjà, pas moi. Je conteste la première partie de votre raisonnement. Quand vous dites, vous êtes une force protestataire, point à la ligne. Je conteste cela. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, nous sommes une force d'opposition, une opposition farouche quand il le faut, pas une opposition principielle. Parce que vous avez vu dans cet hémicycle, notamment pendant les 6 premiers mois, que nous avons été à l'initiative d'alliances peut-être peu commodes, a priori, sur des points qui faisaient pour nous accord large. Je pense par exemple à la question du verrou de Bercy, où nous étions à l'initiative, y compris d'une alliance avec la droite, sur ce point précis, sans problème. Vous avez vu aussi peut-être des amendements de La République En Marche que nous avons votés quand il nous semblait qu'ils allaient dans le bon sens. Et parce que c'est nous qui les avions défendus, il leur arrivait de voter contre. Hein, voilà ce qui s'est produit. Mais nous sommes... d'abord et avant tout, Monsieur Nolot, une force de proposition. Et ça, vous devez l'accepter. Parce que ces 6 mois, si, parce que c'est un fait. On peut en discuter si vous le voulez, on peut ne pas être d'accord non plus, je cherche à vous convaincre, moi aussi, mais nous sommes une force de proposition. Monsieur Nolot, ça fait 6 mois, nous avons déposé 1750 amendements. Ce n'est pas de l'obstruction parlementaire. L'écrasante majorité de ces amendements sont des amendements propositionnels. Sur la séquence budgétaire, vous l'avez peut-être vu. Non, mais il y a des amendements de suppression, vous savez ça. Et il y a aussi la capacité. Nous saurions faire. Si nous voulions faire de l'obstruction parlementaire, nous pourrions. Ce n'est pas la démarche que nous avons choisie. Et voyez, par exemple, sur la séquence budgétaire, comme l'article 40 jugule les capacités d'amender sur la question budgétaire, encore une fois, bien évidemment, nous avons proposé un contre-budget complet. Et nous avons même respecté les règles de l'adversaire pour montrer qu'on peut faire autrement. Alexis Corbière est venu nous le dire. Cessez d'être persuadé que nous sommes juste une force de contestation. Nous sommes d'abord et avant tout une force de proposition. Et parce qu'il y a une écrasante continuité entre Sarkozy, Hollande et Macron, nous nous préparons avec le recours. Vous ne le supportez pas. Non, mais c'est pas ça. Je reviens, va s'exprimer, mais je reviens à la présidentielle. Vous aviez une manière de présenter votre programme sous des dehors folkloriques avec cette alliance bolivarienne notamment. C'est les médias qui ont c'est pas les médias, c'est pas nous qui avons mis le point 62 du programme en avant. Non, mais il y en avait d'autres. Très bien. Il y avait des points folkloriques et franchement, on a compris dans quelle posture vous alliez vous enliser. Allez-y, parlez-moi un peu du folklore. Oui, ça l'alliance bolivarienne, c'est complètement du folklore. Mais la défense morticus du Venezuela, pour moi, c'est du folklore. C'est-à-dire vous êtes dans une posture. On va vous inventer la boîte, vous savez, qui, comme pour les vaches, Venezuela, vous savez, ça revient. Non, en fait, c'est dommage parce que c'est dommage parce que vous êtes un analyste. Mais non, mais enfin, le folklore, on a des images de folklore. J'apprécierais qu'on puisse parler avec vous du fond de notre programme. J'aimerais, Monsieur Nolot, que vous veniez me coincer sur des points précis du programme et qu'on discute de fond. Vous ne parlez que de fond. Mais là, vous parlez nous de enfermez dans la. Regardez ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, franchement, est-ce que c'est pas vous qui vous enfermez dans le folklore ? Franchement. Alors, mettre des maillots de foot... Qu'il soit question de la cravate, du maillot de foot, ou des provisions à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis satisfait d'une chose. Et peut-être que sur ce point-là non plus, on ne sera pas d'accord. Vous donnez ça aux médias. Alors, comment après Les médias, c'est une chose. Vous avez écouté le discours ? Oui, mais on a retenu que le maillot de sport. Quel est l'intérêt du truc ? Et après, venez pas pleurer, du coup. Excusez-moi. Moi, je ne pleure pas. Vous m'avez vu pleurer ? Non. Bon. Mais bon. Ce que je veux vous dire. C'est trop facile de se mettre en maillot de bain. On n'y est pas encore. Le maillot de bain, on n'y est pas encore. Je note la suggestion. On va le noter. Non, mais en maillot de foot et après de venir pleurnicher en disant... Non, on pleurniche pas. On fait de nous des créatures médiatiques et tout. Bah oui, arrêtez, mettez une cravate et venez discuter de votre programme. Non, mettez une cravate, pourquoi ? Parce que c'est la règle à l'Assemblée. Non, vous savez que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, non, nous n'avons pas changé les règles. Pardon.
Non, quand nous sommes rentrés dans l'hémicycle, on nous a confirmé qu'il n'y avait pas de règle là-dessus. Peu importe, la question de la cravate, en plus pour nous, c'était vraiment pas un coup de com'. C'était juste le fait de dire, moi j'ai été élu sans cravate. J'en porte pas régulièrement, peu importe. Non mais regardez, oui mais justement, je vais vous répondre parce que c'est important. C'est important. Vous savez, moi je suis satisfait de voir que les Français que je croise, qui ont des retours à nous faire sur les 6 premiers mois de mandature, nous disent que les débats parlementaires les passionnent bien plus qu'avant. Vous voyez, moi je croise des gens qui me disaient avant, regardez la chaîne parlementaire, et c'était en guise de somnifère. Et depuis que vous y êtes, c'est quelle ligne de depuis que vous y êtes, on n'arrive pas à dormir parce que les débats nous intéressent. Et moi j'observe que, y compris dans les médias, on parle davantage. Vous parlez qu'avec votre mère. Mais non, pas du tout. Non, venez avec moi en circonscription. Non, Claude Goasguen, allez-y. Vous verrez que les gens nous disent on s'intéresse au débat parlementaire. Mais Macron n'aime que vous. Évidemment, il n'aime que vous, Macron. Vous le faites exister. Vous le faites exister à gauche, vous le faites exister contre lui, vous n'êtes pas dangereux, vous êtes sympathique. Mélenchon est un type qui a beaucoup de talent, vous devez reconnaître. Vous avez été élu parce que vous avez un leader qui a du talent, incontestablement. Que les idées soient solides, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça nous change du Parti communiste classique. C'est clair. Et de ce point de vue, vous avez une certaine nouveauté. Mais franchement, vous n'êtes pas dangereux. Vous êtes dangereux dans les médias, vous êtes dangereux dans l'électorat de droite, vous êtes dangereux dans l'électorat de Macron. C'est sûr que vous, en termes d'opposition dangereuse et menaçante pour M. Macron, vous y connaissez quelque chose. Et d'ailleurs, non mais là, lui, il est d'accord avec Macron sur les mesures économiques. Mais c'est ça, mais là, c'est peut-être le point pour rebondir sur votre propos, M. Goasguen. Je suis de droite. Il y a quelque chose qui vous embête, non, pas du tout, ça m'embête. Non mais attendez, monsieur, au contraire, la preuve que vous n'êtes pas dangereux, et qu'il a raison, c'est que vous avez échoué complètement dans votre opposition soi-disant sociale face aux mesures du droit du travail qui sont pas... J'y viens. J'y viens. Attendez, arrêtez avec ces non mais là, il y a une ambiance de 4 contre 1, j'ai compris. Mais non, pas du tout. Non, mais vous parlez... Non. Si vous m'avez invité... Vous parlez de folklore. Vous parlez de folklore. Et j'ai dit que vous, simplement, vous le nourrissez. Je ne suis pas quelqu'un de folklorique, je pense qu'on vous le voyez. Bon, pour répondre à M. Goasguen sur le rapport Emmanuel Macron, moi je considère que Emmanuel Macron apporte, c'est vrai, une clarification dans la vie politique, puisqu'il fonctionne comme une espèce de pompe aspirante qui a su récupérer bon nombre des gens de votre parti, qui sont tout à fait satisfaits de ce qui est fait, et effectivement des gens du Parti Socialiste comme M. Dussopt, qui, il y a quelques semaines, votait contre le budget et qui, quelques jours après, se retrouve au gouvernement. Ce qui pose aussi la question de sur quelle cohérence nous pouvons discuter. Vous savez, moi, je partage un diagnostic avec Emmanuel Macron et sa majorité. C'est qu'aujourd'hui, les Français sont beaucoup moins attachés à l'étiquetage qu'au contenu qui est porté et à la cohérence. Et de ce point de vue, c'est un point d'accord. Peut-être le seul que nous avons... pour vous, ce que vous dites. Non, pas du tout. Parce que justement, vous savez, nous avons fait campagne sur une ligne claire, sans forcément d'ailleurs nous revendiquer de cette gauche radicale. Et figurez-vous, M. Goasguen, y compris, ça va vous surprendre, il ne s'agit pas de ma mère ni de ma sœur, en plus je n'ai pas de sœur. Vous avez eu un très bon leader. En circonscription, pendant la campagne présidentielle, un tas de gens sont venus nous voir en disant... En 2012, avec les codes de la campagne de 2012, je ne vous aurais même pas écouté. Il y avait un barrage filtrant, à tort ou à raison. Mais là, avec cette nouvelle méthode, il y a un plafond de verre qui fait qu'on a eu l'oreille attentive pour ce que vous proposez. Nous voulons être le parti, le mouvement de l'intérêt général. Nous proposons un projet, on peut nous contester sur le fond, mais on propose quelque chose. Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron et la France Insoumise, il y a clairement deux modèles. Non, vous êtes des opposants antagonistes sur la table. D'un côté, vous avez le ruissellement, le libre-échange d'Emmanuel Macron, et de l'autre côté, vous avez le partage des richesses, la planification écologique et une politique qui me semble être tout simplement raisonnable au vu de... Vous avez pas répondu. C'est ce que vous aviez dit. C'est ce qu'a dit Mélenchon. Mais vous êtes tout le temps en train de nous prêter des intentions. Écoutez-moi, je vais vous faire une réponse sur le sujet. Les ordonnances, ce que nous avons dit dès le départ, nous nous sommes fait élire en disant que nous irons porter le fer sur ce projet parce que de notre point de vue, il y a besoin de s'occuper de la question du chômage de masse dans ce pays, sauf que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le prend sous le prisme du manque de flexibilité, de compétitivité et donc d'un problème de droit du travail, alors que nous, on s'intéresse, nous, la France Insoumise, aux problématiques des entreprises et des PME, et on observe que quand l'INSEE fait son enquête, seulement 11% des employeurs évoquent le droit du travail comme un frein à l'embauche. Ils sont beaucoup plus nombreux, vous le savez, à évoquer l'incertitude économique et notamment la question des carnets de commandes. C'est la raison pour laquelle moi je considère que ces ordonnances, loin de simplifier quoi que ce soit, créent la pagaille et n'amélioreront pas la situation de l'emploi. C'est pas la question qu'on vous pose. Et donc la question que vous posez, c'est pourquoi votre raisonnement n'a pas réussi. Alors d'abord, il y a un fait. On a eu toute une série de lois avant celle-là qui avaient déjà ouvert la voie.
Ça fait longtemps que c'est ce type de loi. Oui, absolument. Il y a eu la loi de sécurisation de l'emploi. On est d'accord. Il y a cette continuité. Il y a un an, il y a eu des manifestations monstres contre la loi El Khomri. L'opinion française était majoritairement opposée à cette loi. Il y a eu l'effet 49.3. Si, les enquêtes d'opinion l'ont montré. Après, je sais que vous les utilisez quand ça vous arrange, mais, mais c'est vrai. Il y a eu une opposition. Ça n'a pas été Donc, le cas cette ça année. participe d'une forme de résignation. Au mois de septembre... résignation. Quand même. Entre-temps, il y a eu la présidentielle. C'est tout. Certes, mais pour moi... Les Français sont je vous redis que sur le contexte de l'élection d'Emmanuel Macron, si j'étais caricatural, si j'y allais franchement à la hache dans mon raisonnement, je dirais que le seul mandat populaire qui a été confié à Emmanuel Macron est celui de battre Marine Le Pen. Ni plus ni moins. Je considère qu'il n'y a pas de base sociale dans ce pays pour ce programme. Vous réécrivez la présidentielle. Non, je m'en fais mon analyse. Il a eu pas la vôtre. Il a eu 24% au premier tour. Laissez-moi tirer le fil pour répondre à votre question. Et surtout les législatives derrière. Pourquoi nous n'avons pas réussi? Au mois de septembre commencent des mobilisations syndicales. En tant que force politique, en tant que mouvement politique, ce n'est pas notre rôle que de commenter les stratégies syndicales. De tradition, quand les syndicats se mobilisent, nous sommes au renfort. Toute la première partie du mois de septembre, nous avons été derrière les syndicats. Nous avons décrypté, avec cette méthode qui fait aussi notre marque de fabrique ces 6 premiers mois, un pied dans le débat parlementaire, toujours un pied à l'extérieur, pour faire le lien et finalement décloisonner les débats, faire en sorte que ça ne reste pas enfermé dans l'hémicycle, que ça puisse imprimer dans le débat public. Et on a mis notre pierre à l'édifice. Le 23 septembre, franchissement de seuil dans la mobilisation, on prend une initiative le week-end, un samedi, parce que nous avions observé partout que des gens nous disent on sent que la situation est en train de devenir très tendue, on a besoin de se mobiliser, mais nous ne sommes pas syndiqués, nous n'avons pas les syndicats. Et puis faire une grève, de multiples grèves à la rentrée, ça pose problème. Nous avons donc pris cette initiative du samedi. À ce moment-là, tous les micros se tendaient en disant vous faites du syndicalisme à la place des syndicats, vous faites concurrence. Un moyen de détruire ce que nous faisions, car nous ne faisions pas concurrence, nous participions à la bataille et essayons d'y contribuer. Vous le reproche. Vous savez, le 23 septembre au soir, quand Jean-Luc Mélenchon fait ce discours, nous avions sciemment choisi ce qu'il allait dire. Nous savions que la mobilisation allait être importante. Si nous avions annoncé une nouvelle date, tous les syndicats nous seraient tombés dessus en disant là, clairement, vous faites notre travail. Donc il y a eu cette tentative de notre part. Écoutez-moi, il y a eu cette tentative de passage de témoin. Cette tentative de passage de témoin, que s'est-il passé derrière? Rien. Et là, vous avez raison, il y a des enseignements à tirer pour nous. C'est qu'on voit bien que sur une bataille comme celle-ci, qui revient sur près d'un siècle de conquis sociaux, nous n'avons pas été en capacité comment ça? Pourquoi je la réécris? Vous réécrivez l'histoire parce qu'il est évident que vous et les syndicats n'aviez pas le même agenda. Mais c'est un problème. Et vous essayez de nous vendre une autre histoire. Nous avions clairement dit que nous étions au renfort des syndicats. On dit prenez le flambeau, nous sommes avec vous. C'est ce que nous avons dit. Regardez le discours. Vous avez tenu une interminable explication, tout ça pour dire ce que Goasguen avait dit en un mot, c'est-à-dire que ça c'est la faute des syndicats. C'est exactement ce que vous avez dit sur quand vous avez des responsables syndicaux qui courent les plateaux télé pour, au moment de cette bataille cruciale qui concerne 18 millions de salariés qui affichent la pagaille partout dans le pays, pas à la télé, et vous qu'ils aillent à la télé pour passer leur temps à taper sur Jean-Luc Mélenchon, à taper sur la France Insoumise. C'est de votre faute. Mais non, nous essayons de participer, nous voulons une large convergence des forces syndicales, politiques, associatives. C'est de ça dont nous avons besoin. Et moi, mon principal souci, vous voyez, peut-être qu'on n'a pas encore la bonne recette. Moi, je reste convaincu d'une chose. Tous les ingrédients sont sur la table. Il nous reste, vous avez raison, à trouver la bonne recette. Moi, mon souci, vous voyez, sur une bataille comme celle-ci, c'est de faire en sorte que plein de gens, monsieur Zemmour, qui ont intériorisé le fait que la manifestation, ça ne les concernait pas, que ces modes d'action n'étaient pas pour eux, mais qui se sentent aujourd'hui concernés par ce qui est en train de se passer, nous avons besoin que ces gens puissent se mobiliser. Non, ils ne se sentent pas concernés. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, vous faites une erreur de diagnostic fondamentale. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. C'est que la querelle n'est plus sociale. Comment expliquez-vous alors que 57% des Français, et là pour nous c'est une énigme, 57% des Français soutenaient la mobilisation, là où vous avez raison, c'est que nous n'avons pas vu que les 57% étaient mobilisés. Et c'est là notre défi. Parce que, mais non, c'est pas sachez-le, cet échec c'est que vous faites un mauvais diagnostic. Non, mais si vous avez toutes les solutions, allez-y. Monsieur Zemmour, on vous écoute. Quelle est la bonne méthode? Je vous donne mon avis, j'en ai déjà discuté. Vous avez bien servi Macron. Avec Mélenchon, voilà. Vous êtes certainement moins que vous. Mais vous rentrez dans le jeu. Je vais vous dire pourquoi. Il y a très rapidement, Eric, tout le monde vous écoute. Mais très rapidement, la bonne méthode pour gagner cette bataille. Je ne parle pas de méthode. Je dis simplement, il n'y a pas de bataille. On a juste tout mal fait. Non, pas du tout, pas du tout. C'est que vous avez le même logiciel que Macron. C'est-à-dire que lui, il pense que tout est économique et vous pensez que tout est économique et social. Alors que c'est faux. Mais non. Et alors que vous êtes rentré dans son univers économique et social, vous avez vu que la laïcité est une des valeurs qui nous est le plus associée. Alors là, ne venez pas parler de laïcité, parce que là, on va rigoler là. Alors non, on va pas rigoler parce que c'est la fin de ce plateau, à moins, Mickaël, qu'on ait dire merci à poser la deuxième question ou pas?
Parce qu'il a été très bon pendant les législatives, depuis, c'est moins bon. On avance. Alors, très Croyez-moi, rapidement. le sérieux et la méthode de l'action fera la méthode, Ça n'enlève pas votre talent personnel. On travaille sérieusement. Ça nous change surtout. Je veux dire quelque chose de gentil. Moi, partout où je vais, ça les gens nous me change disent, des communistes. Votre sérieux se voit et s'observe. Qu'est-ce qu'on s'ennuyait Partout avec où je les vais, les gens me communistes? disent, vous avancez Qu'est-ce pour qu'on ça. s'ennuyait avec les communistes? Ce sera la phrase de l'émission. Très rapidement sur la France insoumise. Pour conclure, justement, François Ruffin disait qu'il ne sentait pas la France insoumise prête à gouverner. Pas gouverner. Est-ce que c'est votre... C'est pas son intention. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a peur? C'est très Ou est-ce drôle, que l'ambiance vous sur nous le donnez plateau. rendez-vous en 2022? Mais clairement, et je vous le dis... Clairement, il a raison, il a peur, ou clairement, il... Non, ah oui, c'est vrai, votre QCM, excusez-moi. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Rendez-vous dans 5 ans, c'est sûr. Moi, je vais vous dire, pour répondre clairement sur François Ruffin. François Ruffin, il a rejoint l'aventure en cours de route. Il n'était pas du socle. L'ussion commence. Non, pas du tout. Non, mais c'est incroyable cette ambiance. Non. J'ai rien dit, j'ai pas dit un mot. J'ai vu J'ai pas dit un mot. Ça commence à ressembler au Parti communiste. Il y a les compagnons de route et puis il y a les historiques. Faites attention, Il faut faire ça gaffe. vient vite. Hein. Je vous réponds sur François Ruffin. Merci. François Ruffin a rejoint la bataille en cours de route. Il est avec nous aujourd'hui. Moi, quand il a fait cette intervention, j'ai discuté avec lui, j'en ai discuté aussi avec Jean-Luc Mélenchon, et j'ai dit finalement, nous devrions donner à voir, notamment à François, et nous l'avons fait depuis, qui sont les gens qui nous entourent. Vous savez, dans le groupe, avec nos collaborateurs, il y a des gens qui sont jeunes et très qualifiés, et vous avez dans toutes les hautes sphères, y compris là où vous ne les attendez pas, des gens qui, même sous couvert d'anonymat, travaillent avec nous. Donc le niveau de préparation est largement supérieur à celui que François peut-être était en capacité à ce moment-là d'observer. Vous l'avez Moi je vous le dis, je sais que ça vous insupporte sans doute, Monsieur Nolot, mais nous nous préparons méthodiquement, nous nous levons chaque matin. Et nous ne faisons peut-être pas la même chose que d'autres députés. Notre état d'esprit, c'est de se dire que nous ne sommes pas là pour faire un tour de piste ni un coup d'éclat. Nous nous préparons méthodiquement à ce que notre projet puisse être un projet gouvernemental et nous serons prêts le moment venu. Ça vous insupporte sans doute. Ça ne m'insupporte pas. En tout cas, vous en donnez l'impression. C'est que M. Ruffin est sur ma ligne, il a compris que vous ne cherchiez pas à gouverner, mais à exister. Nous ne cherchons il à dit la faire même que ça. chose avec d'autres mots. Encore mais une fois, ça vous êtes bouffi de certitude, monsieur Nolot. Mais ils ne sont pas du même nom. Nous sommes. Je vous donne mon analyse, c'est pas une certitude, je vous donne mon analyse. Vous dites, vous me prêtez une intention, vous dites, vous ne voulez pas gouverner. Moi, vous êtes devant moi, je vous dis, je ne veux que ça. Ce que nous voulons, c'est, mais pas la France. Alors, pas moi personnellement. Ce que nous voulons, c'est être le recours. Et aujourd'hui, nous sommes l'opposition. Et parce que cette continuité, cette pompe aspirante, finira par faire en sorte que, et d'ailleurs c'est déjà le cas, les Français s'en rendent compte. Ce qui pose problème aujourd'hui, foncièrement, de mon point de vue, et pour résumer, c'est que vous passez de Sarkozy à Hollande, de Hollande à Macron, avec des gens qui représentent 3 camps politiques a priori distincts et qui feignent une opposition frontale. La vérité, c'est qu'aucun de ces 3-là ne remet en cause l'ordolibéralisme, aucun de ces 3-là ne remet en cause le productivisme. Et donc pour moi, il y a un socle idéologique commun qu'on peut quantifier à peu près à 80%. Mais ça, je suis d'accord. Sauf que les défis auxquels nous sommes confrontés, écologiques, sociaux, démocratiques, font qu'on ne peut pas se contenter de changements à la marge. Et oui, notre projet est radical, en ce sens qu'il veut prendre les problèmes à la racine, mais au vu de la diagnostic que je pose, je considère que les plus raisonnables de l'affaire aujourd'hui, c'est nous. Je vous rassure, nous entendons très bien avec eux. Vous le voyez d'ailleurs à l'Assemblée. Moi, je suis. On passe notre temps à voter ensemble. Je vous êtes pas du tout d'accord. Là, ça suffit. Là, ça suffit. Il faut un moment. Convaincre M. Zemmour. Alors là, non, vous m'avez pas convaincu. Je le savais d'avance. On va accueillir Alba. Vous ne me lisez pas. Je vous ai pas attendu pour savoir qu'entre Sarkozy, Hollande et Macron, il y avait beaucoup de personnes qui dit tout le temps. Merci. Venu sur ce plateau. C'était très animé. Mais vous allez voir, ça va continuer. Vous allez rester. Vous allez nous quitter. Ah bah oui, je m'en vais. Oui. Mais alors restez un petit peu. Voici Alba, parce que avec ses boucles blondes et ses grands yeux bleus, la voici. Où elle est la boucle blonde? Vous partez à peine, j'arrive. Oui, c'est un plaisir. Ah non, mais pourquoi vous partez maintenant? Restez assis. Non, vous partez pas maintenant parce que maintenant c'est la Parce que la belle blonde arrive et moi je suis obligé de partir. Lundi soir, le gang des incorrigibles fait encore sa loi sur Paris Première. Mich Mich la gâchette, Nanar le ferrailleur, Flo les beaux yeux, Rosie la belette, Nadine Morano-Cohen, Nadine... Dédé le composteur, Filou le brise-pouce. Je continue? Oui. Tonton Maillot, neveu flingueur. Sans oublier Titi le gros minet.
Voilà. Bon, alors. Sous la houlette de GG la Saumure. C'est la différence entre un chasseur et une salle de spectacle. La salle de spectacle n'est pas toujours bourrée. Dans le milieu, tout le monde les attend au tournant. La revue de presse en direct, lundi à 20h50 sur Paris Première. Bonjour, je suis le professeur Pavilly des Instituts des hautes études de chocolatine et chocolatière. Oui. Alors, vous avez été agréablement surprise par notre invité Adrien Quatennens. Tout arrive, je ne vous effraie pas, j'espère. Non, j'ai pas toujours été agréablement surprise par vous, mais notamment quand vous aviez parlé à l'Assemblée de démocrature. Vous vouliez dire qu'avec Macron, il y avait un glissement de la démocratie à la dictature. Je me suis dit, c'est vrai qu'à l'Assemblée, tout est permis, mais je ne sais pas très bien si vous savez ce que c'est une dictature. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Je suis bien plus âgée que vous et j'emploie pas ces termes-là. Mais non, vous m'avez agréablement surprise. Alors d'abord pour quelque chose d'assez anecdotique, mais je vous ai trouvé classe sur Johnny, par exemple, parce que vous êtes le seul, je crois, à la France insoumise à avoir rendu un hommage aussi sincère à notre Jojo national, héros de votre enfance. Et puis alors j'ai le souvenir de vous à RTL, c'était le mois dernier, et ce jour-là, le ministre de l'Éducation était aussi présent. Il était invité à s'exprimer, vous vous souvenez, sur les stages non mixtes organisés par un syndicat d'enseignants Sud Éducation 93. Alors, stage non mixte, c'est-à-dire interdit aux Blancs. Et alors ce jour-là, à la table du café à RTL, vous vous êtes assis à côté du ministre Blanquer et vous lui avez dit « Je souscris à ce que vous venez de dire, monsieur le ministre ». Vous auriez pu ne pas le faire, Adrien Quatennens. Vous auriez pu vous en tenir à votre interview sans engager la discussion avec monsieur Blanquer. Je vous ai trouvé républicain. Je vous trouve un peu moins hargneux et un peu plus poli que vos copains. Cela dit, j'aurais aimé de la même façon, Adrien Quatennens, que vous dénonciez les propos de madame Obono, qui avait expliqué qu'un chauffeur de bus qui refuse de s'asseoir derrière une femme, c'est une histoire de sexisme et pas de radicalisation. Mais je crois en vous, l'espoir fait vivre. Je réponds à ça. Bah, vous pouvez. Allez-y, répondez. Il y a plusieurs choses. D'abord, sur démocrature, c'est un terme que mon collègue et ami Hugo Bernalicis, que vous avez reçu ici, avait essayé d'installer dans le débat sur le sujet, parce que ce que nous avions dit, c'est que pour respecter une promesse de campagne qui était la fin de l'état d'urgence, finalement, Emmanuel Macron avait instauré l'état d'urgence. Oui, mais c'est plutôt Viktor Orban. C'est-à-dire, en gros, il fallait trouver une manière de dire que nous avions transféré dans le droit commun bien des dispositions de l'état d'urgence pour pouvoir finalement dire qu'on y avait mis fin. Ah non. Ensuite, Ah non, on fait pas un débat, c'est juste une réponse. Ensuite, sur Johnny, clairement, pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a, comme beaucoup de Français, finalement, une histoire intime et personnelle qui, moi, oui, est associée à plein de souvenirs d'enfance, qui fait que, voilà, à ce moment-là, j'étais effectivement très attristé. Après, il y a cet élan populaire et fédérateur, et il y a aussi quelque chose, pour moi, qui a été assez peu dit, finalement. Mais quand vous écoutez les Johnny des années 60-70, il y a quelque chose un peu d'une époque révolue, d'insouciance. Ça sent les 30 Glorieuses où chaque jour était meilleur que la veille. Et il y a un peu de ça, y compris dans ce qu'on a vu samedi sur les Champs-Élysées. Je pense qu'on pleure aussi un peu peut-être une certaine époque, une insouciance d'une époque. Après, sur la question du ministre, clairement, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas une opposition principielle. Quand il y a des points d'accord, il faut le dire. Et quand est venue la question de ces stages, nous avons été plusieurs à la France Insoumise à nous prononcer très clairement. Quant à la question de ma camarade, amie et collègue Danielle Obono, elle a eu des prises de position qu'elle a défendues, qui ne sont pas peut-être sur exactement les mêmes termes employés, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, entre nous, fait sens. C'est que, y compris sur les questions de laïcité, Danielle Obono, comme moi, est une défenseuse acharnée de ces questions-là, puisqu'il y a un programme qui nous lie. Si, ça se voit. Il y a un livret. Elle est coordonnatrice des livrets de la France Insoumise. Il y a un livret laïcité, 50 pages, vous pouvez aller le voir. Aussi, qui fait qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors, nous avons, dans la France Insoumise, des parcours différents. Nous avons, y compris, une forme d'hétérogénéité. Mais il y a un socle commun sur lequel nous sommes infaillibles et qui fait que vous n'arriverez pas à instiller de la division entre nous, puisque sur ce programme, et y compris sur les questions de laïcité, nous sommes tous d'accord. Et qui connaît un peu le socle républicain et laïque de Jean-Luc Mélenchon, qui sont nos amis. Demandez-vous pourquoi vous êtes passé dans une mauvaise passe. Des gens qui, sur la laïcité, sont vraiment, pour le coup, on ne peut pas douter une seule seconde. Alors, je connais le socle laïque de Mélenchon. On n'ouvre pas la boîte à zéro. Mais on connaît aussi vos électeurs. On la referme tout de suite. Il y a eu cette enquête qui dit que je sais lire des cartes électorales. Je sais que je connais vos électeurs. La valeur qui sont les Français est le mieux défendue par la France Insoumise, en pleine polémique pourrie que vous avez beaucoup de médias installés.
eh bien la valeur qui était le mieux défendue par la France insoumise, c'est la laïcité justement selon la. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On va prendre un peu de hauteur du coup. Non, pas de hauteur, mais ça décolle pas vraiment. non, ça décolle pas. Je vous reconnais bien là. Construction ou pas, cet aéroport, c'est quand même un défi à l'ordre public. Non, ça fait 50 ans que ça dure, on en a parlé tout à l'heure avec les garçons. C'est ça, le rapport de la médiation est en fait rendu aujourd'hui au Premier ministre. On ne sait pas comment le président va trancher, ça va être au mois de janvier finalement, pas d'ici la fin de l'année. Enfin bref, c'est vrai que le problème le plus épineux, c'est la ZAD, avec ces 200 zadistes qui occupent le terrain. Vous savez ce qu'un ministre me disait depuis plusieurs semaines maintenant, les réunions ne se tiennent qu'au ministère de l'Intérieur. C'est même plus une question de Matignon, tellement c'est dangereux sur cette ZAD. C'est là, en tout cas, qu'on évalue le contingent de forces de l'ordre. Zone à défendre. Zone à défendre. Il paraît qu'on peut mobiliser, ils peuvent mobiliser, pas nous, 10 000 activistes en 48 heures. Emmanuel Macron, Édouard Philippe font de l'évacuation de la ZAD un principe, mais vous savez que Hulot a estimé que l'autorité de l'État était bafouée. Alors, le ministre avec lequel je me suis entretenue sur le sujet disait Hulot a de la sympathie pour les petits agriculteurs bio et ceux qui font du pain sur place, mais pour les autres gugus armés jusqu'aux dents qu'on aurait pu retrouver en Syrie, il n'a en revanche aucune sympathie. Alors, c'est maintenant la question, un peu le climax de l'émission. C'est Alba n'a pas tort. C'est sa question à l'invité. À Adrien Caténin, justement. Je voulais savoir jusqu'à quel point vous étiez républicain. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est donc devenue une zone de non-droit, avec des gens prêts à la guérilla. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut évacuer la ZAD? Il faut surtout mettre un terme à cette mascarade et en finir avec ce projet. Non, mais parce que la lutte est plus importante ou l'autorité de l'État est plus importante? Moi, je pense qu'il y a... C'est une... Choisissez. Non, il faudra l'évacuer seulement quand le projet sera mis à la poubelle. Parce que vous savez, vous avez là des gens qui sont des lanceurs d'alerte. Alors, je ne nie pas qu'il y a peut-être des cas isolés, mais on devrait, pour certains, les récompenser. Parce qu'ils ont déployé aussi une expertise sur le sujet et font qu'on s'y intéresse. Il a été maintes fois démontré que l'aéroport de Nantes, juste à côté, n'est pas au plein de ses capacités. On en a parlé en début d'émission. Vous en avez parlé assez longuement. Moi, je pense que la raison maintenant dicte qu'on mette fin à cette mascarade, ça n'a que trop duré. Et vous verrez qu'après, tout se passera très bien. Allez, on termine avec votre bonus de la semaine, Alba. Que l'on doit à Ségolène Royal qui, contre toute attente, défend Laurent Wauquiez. Voilà un parti qui a un chef, dit-elle, alors qu'au PS, il n'y a personne. Il est ce qu'il est, Laurent Wauquiez, dit encore Ségolène Royal, mais au moins ça dessine le paysage politique. Et ceux qui quittent les Républicains ne le font que par jalousie. Suivez mon regard, c'est Xavier Bertrand qui est visé. Bertrand qui a quitté les Républicains en expliquant « Mon parti, c'est ma région ». Eh bien, Ségolène Royal, qui n'a pas repris sa carte au PS, affirme, elle, « Moi, mon parti, c'est la planète ». Rien que ça. Écoutez, c'était beau. Merci Alba. On passe à notre édition spéciale 2017, bilan du